Parker Schnabel venait d'engranger 2,89 millions de dollars d'or en une semaine, la plus grosse prise hebdomadaire de toute sa carrière, un chiffre si énorme qu'il paraissait presque irréel, même aux yeux des gens qui étaient là à le regarder. Mais en vérité, ce chiffre ne tenait qu'à un fil depuis le début, car 6 semaines après le début de la saison, au moment où tout semblait enfin s'aligner, au moment où l'opération avait trouvé son rythme et où l'élan se développait d'une manière qui ne vient qu'après une pression incessante, la machine qui alimentait son sluice plant est soudain tombée en panne. Roxane est devenue silencieuse, et dans ce silence, il y avait une sorte de poids que tout le monde sur le site pouvait ressentir immédiatement parce qu'ils savaient tous exactement ce que cela signifiait. Chaque heure d'inactivité de l'usine n'était pas seulement un retard, c'était 8 000 $ de production d'or qui disparaissaient à jamais irrécupérables, quels que soient les efforts déployés par la suite. Parker ne perdait pas seulement du temps, il perdait un terrain qu'il ne pourrait jamais récupérer, et au même moment, il s'était déjà engagé dans quelque chose d'encore plus risqué, en étendant sa concession de 2 acres supplémentaires sous un permis d'utilisation de l'eau qui arrivait déjà à expiration. C'était un pari d'une valeur de 500 onces, une décision qui, selon les avertissements même de son équipe, pourrait détruire le fragile calendrier qu'ils tenaient à peine ensemble. Et pourtant Parker a continué à aller de l'avant parce que faire marche arrière n'a jamais fait partie de son mode de fonctionnement. Alors qu'il semblait que Sulphur Creek se terminait comme toujours méthodiquement de manière prévisible, Parker changea complètement de direction. Il ne voulait pas finir le terrain proprement, il voulait en extraire plus, le pousser plus fort que ce que tout le monde pensait être raisonnable. Pour lui, il y avait encore de l'or, là du vrai or, pas seulement des traces, pas des restes, mais quelque chose de substantiel qui avait été manqué des décennies plus tôt. Il était convaincu que les anciens exploitants de drague s'étaient arrêtés parce que le terrain était devenu difficile, pas parce que l'or s'était épuisé. Et cette conviction était suffisante pour le faire redoubler d'efforts, alors que la plupart des gens auraient commencé à arrêter les choses. Cette semaine, il ne s'agissait donc pas seulement d'un chiffre record, mais aussi de tout ce qui a failli l'empêcher de se produire une panne mécanique qui a coûté 40 000 $ en perte de production, un agrandissement de 2 hectares sans aucune garantie de gain, et une opération tellement poussée au-delà de ses limites que même l'équipe qui la dirigeait a commencé à se demander si elle pouvait tenir le coup. Voilà ce qu'il a fallu à Parker pour atteindre 2,89 millions de $, pas seulement de la chance ou un bon timing, mais une pression qui s'ajoute à d'autres, des décisions prises sans filet de sécurité et la conscience constante qu'un problème supplémentaire pourrait faire s'effondrer l'ensemble de l'opération. 6 semaines après avoir atteint l'objectif d'une saison de 35 millions de $, Parker Schnabel, âgé d'à peine 30 ans, ne se contentait pas d'espérer atteindre un gros chiffre. Il s'y était engagé à haute voix, auprès de son équipe de lui-même, faisant de cet objectif quelque chose qui planait sur chaque équipe, chaque heure, machine, chaque décision matinale prise dans la boue avant le lever du soleil. Et d'une manière ou d'une autre, impossible. Il était toujours sur la bonne voie. Mais ce genre de rythme a un coût, et son équipe le ressentait chaque jour. Mitch, son chef d'équipe, avait passé ces semaines à enlever systématiquement chaque poche de salaire de la coupe originale de 2 acres à Sulphur Creek, fournissant des résultats constants, le genre qui permet normalement à une équipe de respirer un moment. Mais Parker ne respire jamais comme ça parce que pour lui la constance n'est pas suffisante. Il pensait qu'il y avait plus, que la série de gains ne s'arrêtait pas là où l'histoire le disait, qu'elle continuait plus loin que quiconque n'avait jamais pris la peine de poursuivre. S'il avait raison, il y avait encore 500 onces qui reposaient intactes dans ce sol valant près d'1,75 million de $ au prix actuel, n'attendant que quelqu'un prêt à prendre le risque. Il a donc pris la décision de s'étendre, tout à fait conscient que cela ferait exploser la chronologie qu'ils avaient construite, tout à fait conscient que son équipe n'était pas d'accord, et il l'a fait quand même. Parce que pour Parker, laisser de l'or derrière soi est pire que de tout risquer pour l'obtenir. Mais l'horloge était toujours là, la licence d'exploitation de l'eau s'approchant à grands pas de l'expiration. Une date limite immuable qui ne se souciait ni de l'ambition ni de l'effort. Une fois qu'elle serait épuisée, Roxane s'arrêterait quelle que soit la quantité d'or encore présente dans le sol. Cela signifiait que chaque décision avait un poids, que chaque retard réduisait directement leur chance d'extraire ces onces supplémentaires. Il n'y avait pas de tampon, pas de marge d'erreur. Si tout allait bien, Parker repartirait avec 500 onces supplémentaires.
Si quelque chose allait mal, il perdrait du temps, des ressources et un terrain qu'il n'aurait jamais pu exploiter complètement. Avec Parker, il n'y a pas de juste milieu, seulement des résultats aux extrêmes. Pour ne serait-ce que tenter cette expansion, il devait tout mettre à l'échelle, plus de camions, plus d'excavatrices, plus de coordination, poussant toute l'opération plus loin que ce pourquoi elle avait été conçue. Il n'a pas hésité, envoyant immédiatement des renforts, 5 camions, 2 excavatrices, une chargeuse, alimentant Roxane, transformant le site en une véritable poussée contre le temps et les limites. Mitch n'a pas essayé de cacher son soulagement lorsque ces machines sont arrivées, car il savait qu'ils avaient besoin de chaque parcelle de cette puissance pour avoir une chance. Le terrain n'allait pas attendre, et la licence non plus. Et puis juste au moment où l'opération battait, son plein, tout s'est arrêté. Le chargeur 220 s'est complètement arrêté sans avertissement, sans panne lente, juste mort. Et avec lui, Roxane s'est arrêtée aussi. Sans ce chargeur alimentant l'usine, il n'y avait rien à traiter, rien à écluser, et tout le site est tombé dans une sorte de silence qui semblait plus fort que les machines. Les chiffres ont commencé à courir immédiatement, 8 000 $ par heure s'échappant, minute par minute, tandis que les stocks de terre payante restaient intacts, prêts, mais inatteignables. Mitch ne l'a pas adouci, n'a pas essayé de le faire paraître meilleur qu'il ne l'était. Toutes ses ambitions, tous ses objectifs que Parker avait fixés, tous ses plans pour la saison, et maintenant, il se tenait là avec un chargeur en panne et une usine qui ne fonctionnait pas du tout. Le coup n'était pas théorique, il était là devant eux, dans chaque tas de terre qui avait déjà été décapé et préparé, mais qui ne pouvait pas être traité. Roxane restait immobile, le secoueur silencieux, l'eau coupée, et chaque minute qui passait coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnent en une journée entière. Et ce que ce chiffre de 8 millions de $ par heure ne reflète pas entièrement, c'est ce qui se passe au sein de l'équipe lorsque tout s'arrête de la sorte. Car il ne s'agit pas seulement de l'or qu'ils perdent, mais aussi de l'élan qu'ils ont créé, du rythme qui permet à une opération d'avancer sous la pression. Lorsqu'une machine tombe en panne, ce rythme s'interrompt. Le flux disparaît. Et pour une équipe déjà à bout de souffle, essayant de battre une horloge qui ne s'arrête jamais, cette perte d'élan peut être tout aussi dangereuse que la panne mécanique elle-même. Après une panne mécanique, il ne suffit pas de redémarrer la machine. Il faut que quelqu'un au sommet de l'organisation donne le ton, fasse comprendre que la panne est un chapitre de l'histoire, pas la fin. C'est le travail de Mitch à ce moment-là, et il le fait. C'est la situation dans laquelle se trouve le mécanicien Taylor Matika, le diagnostic. Taylor Matika arrive au chargeur 220 et commence à lire la machine comme un chirurgien. Lit un patient qui entre en crise, méthodiquement, pas de mouvement inutile. Tous les symptômes pointent vers quelque chose. D'abord, une alarme de niveau bas d'huile hydraulique, c'est le point d'entrée. Il vérifie ensuite le voyant de la transmission avec la machine en marche et il n'y a rien. Le niveau d'huile de la transmission est critique. Il vérifie ensuite l'autre côté et trouve le problème inverse. La transmission est bien trop pleine, bien au-delà de ce qu'elle devrait être. La chaîne logique dans laquelle travaille Taylor est exactement la suivante. L'alarme se déclenche. Le voyant ne montre rien. Le côté hydraulique montre que la transmission est pleine. Le liquide doit provenir de quelque part. Suivez le chemin. Les joints de frein sont le pont entre le système hydraulique et la transmission. L'huile hydraulique pénètre dans la transmission par le point d'étanchéité défaillant. Le système est simultanément affamé et inondé. Il ne s'agit pas d'une supposition mais d'un diagnostic mécanique établi à partir de preuves physiques. Lorsque la machine est en marche, le niveau d'huile de transmission est très élevé. Il devrait être au bas du voyant ici. Nous sommes bien trop pleins. 2 lectures tirant dans des directions opposées à partir de la même machine. Et lorsque vous comprenez la défaillance, il s'agit d'un problème unique qui se répercute sur l'ensemble du système comme une réaction en chaîne. Le frein de stationnement du 220 est à ressort et contrôlé par la pression hydraulique. À l'intérieur du mécanisme de freinage se trouve un piston muni de joints qui se comprime lorsque la pression hydraulique est appliquée, ce qui dessert le frein et permet à la machine de se déplacer. Lorsque ces joints sont défectueux, le frein ne se dessert pas proprement, il traîne. Et lorsqu'elle se traîne sous la charge, l'huile hydraulique passe à travers les joints défectueux et se dirige directement vers la transmission, la remplissant à l'excès, la contaminant et privant le système hydraulique du fluide dont il a besoin pour fonctionner. C'est exactement ce qui est arrivé au 220, Les joints du frein de stationnement ont lâché. Le frein traînait à chaque cycle de charge. La transmission s'est remplie d'huile hydraulique et l'ensemble du système se dirigeait vers une défaillance en cascade catastrophique s'il n'avait pas été détecté à temps.
C'est donc le frein de stationnement qui est à l'origine de ce problème. Il y a un piston à l'intérieur avec des joints qui desserrent le frein de stationnement. Ces joints ont cédé, le frein de stationnement est desserré et la transmission se remplit d'huile hydraulique. Taylor vidange la transmission sur place. Mais avant de pouvoir respirer, il faut encore exclure une autre possibilité. Si un fragment du piston s'est détaché et s'est coincé entre le corps du piston et le carter de frein, lors de la défaillance, il ne s'agit plus d'un remplacement de joint, mais d'un remplacement de piston. Ici, au Yukon, à la mi-saison, alors que l'exploitation est déjà en retard, un problème de piston ne retarde pas la semaine, il la termine. Taylor cale le frein à l'aide de 3 boulons de compression pour maintenir le piston en place, puis retire les boulons du couvercle de grippage et soulève l'ensemble du frein. Une fois démonté de la machine, le piston est propre. Pas de dommages, pas de rayures, pas de fragments, pas d'arêtes cassées. Le joint en caoutchouc qui était censé maintenir l'huile hydraulique à sa place est complètement détruit, déchiqueté, terminé. Mais le piston lui-même est intact, et cela change tout. Un travail d'étanchéité signifie que Taylor a les pièces en stock et les outils. Il retire les vieux joints, pose les nouveaux, avec soin reconstruits. L'ensemble des freins de l'intérieur, revisse le couvercle, détache, les ressort, reconnecte les conduites hydrauliques et remplit la boîte de vitesse d'huile fraîche. Ce que fait Taylor dans cette réparation mérite qu'on prenne le temps de l'apprécier. Il travaille seul sur le terrain sur une machine qui a déjà coûté à l'entreprise 40 000 $ en temps d'immobilisation. La transmission est pleine, les freins de stationnement sont remontés, scellés. À nouveau, tout est branché. Il n'y a pas d'atelier, pas d'ascenseur, pas d'environnement contrôlé, juste des outils, des pièces et la connaissance spécifique de ce dont cette machine a besoin. Le fait qu'il avait les joints de remplacement en stock, que les bonnes pièces étaient disponibles sur place, au lieu de devoir passer une commande d'urgence auprès d'un fournisseur situé à des heures de route, est en soi une décision que quelqu'un a prise des mois avant le début de cette saison. Une préparation qui ressemblait à de la routine jusqu'au moment où elle est devenue essentielle. La machine s'allume et fonctionne comme si rien ne s'était passé. Roxane est de nouveau en ligne. Pas le temps de respirer. 5 heures après le silence de Roxane, 40 000 $ de perte de production, et juste comme ça la course reprend. Pour l'équipe de Mitch, entendre Roxane reprendre Vilo. S'engouffrer dans les canalisations, la table à secousses, retrouver son rythme, les pierres dégringolées dans la boîte à éclats, ce n'est pas seulement un événement mécanique. C'est l'horloge qui redémarre, et ils ont déjà 5 heures de retard sur un calendrier qui n'en comportait pas au départ. La Roxane est en bonne voie. Elle s'écoule très bien. Nous poussons ce projet ici à Sulfure jusqu'à sa limite absolue. Nous nous en sortons, mais nous ne sommes pas encore sortis d'affaires. Ils ne parlent pas du temps qu'ils ont perdu. Ils n'absorbent pas le coût de 40 000 $ et ne l'utilisent pas comme une raison pour redéfinir les attentes. Ils courent, les camions se déplacent, les pelles mécaniques poussent. Le chargeur nourrit Roxane sans s'arrêter. Mitch conduit la coupe élargie comme Parker l'a demandé. Chaque poche a fonctionné, chaque tonne d'argent stocké a été acheminée dans l'usine, chaque morceau de terre, susceptible de contenir de l'or, a eu l'occasion de le prouver. Parker l'a dit clairement, tout ici est une question de risque par rapport à la récompense. Le risque cette semaine est un volume massif de terre à déplacer, avec un temps de plus en plus court pour le faire. La récompense est de 500 onces et d'1,75 million que la vieille drague a laissé derrière elle. Parker a regardé cette équation et a choisi de s'enfuir. Il pense toujours que cela en vaut la peine. Ici, tout est question de risque et de récompense, et pour l'instant, le risque, c'est qu'on s'est donné beaucoup de mal pour venir ici. On n'a pas beaucoup de temps, mais Parker pense que ça vaut le coup. L'horloge du permis d'eau ne se préoccupe pas des pannes. Il ne se réinitialise pas parce que l'exploitation a perdu 5 heures à cause d'une panne mécanique. Il continue à compter et Mitch sait que chaque heure où il est de nouveau en ligne est une heure qu'il n'aurait peut-être pas eue. Chaque tonne de matériaux acheminés à Roxane après que Taylor a fait fonctionner cette machine est un matériau qui aurait pu rester dans un stock jusqu'à ce que la licence soit épuisée et que la saison se termine avec de l'or encore dans le sol. L'équipage n'a pas besoin qu'on lui dise d'insister. Il sait déjà ce que vaut cette fenêtre. C'est maintenant au sol de répondre. Parker l'a dit lui-même, une bonne série est quelque chose que l'on chevauche pas, quelque chose que l'on admire. Lorsque Roxane est revenue en ligne après la panne, il n'y a pas eu de célébration, pas de reconnaissance de ce que Taylor venait de réaliser en 5 heures. L'équipe a simplement repris là où elle s'était arrêtée. C'est la culture que Parker a instaurée dans son entreprise, une culture dans laquelle une crise mécanique est résolue et fait immédiatement partie du passé parce qu'il reste trop de travail à faire
pour passer du temps à analyser ce qui a failli mal tourner. 827 onces. Les machines se taisent, l'eau se coupe. La boîte à vannes est soigneusement nettoyée section par section. Chaque rifle est soulevé, chaque cuvette est vérifiée. Le nettoyage de l'or est le moment auquel aboutit chaque semaine d'exploitation minière et après la panne, après la perte. Quelques heures après le pari élargi sur 2 acres de terrain, Parker a parié sans aucune garantie que c'est là que la semaine se déroulera ou non. L'accumulation once par once pendant le nettoyage crée un certain type de suspense parce que personne ne sait où le chiffre va atterrir jusqu'à ce qu'il atterrisse. On peut regarder le volume déplacé et faire des projections, mais l'or ne se répartit pas uniformément. Il s'accumule, il fait des poches. Elle se concentre d'une manière que le travail au niveau du sol ne peut pas entièrement prévoir jusqu'à ce que l'eau coule et que l'écluse rende ce qu'elle a retenu. Ainsi, chaque mesure 50, 100, 150, est à la fois une confirmation et une escalade. Chaque mesure repousse le plafond plus haut. Chaque mesure suivante a plus d'importance. 50 onces puissant virgule, puissant 50 virgule. Continuez. 200 virgule, 250 virgule. Un peu plus encore. 300 virgule pile poil. 250 virgule. Un peu plus. 300 virgule tout juste. Puis le deuxième conteneur. Encore 40 virgule. Puis 80 virgule. Puis 106,5. Le total de l'usine de Mitch est de 406,5 onces. Ce chiffre doit être replacé dans son contexte. Avec la moitié de l'équipement, une panne mécanique en milieu de semaine, qui lui a coûté 5 heures et un agrandissement de 2 acres que personne n'avait prévu. À l'origine, Mitch a presque égalé la production d'une exploitation à 2 usines. La moitié des machines, presque le même résultat. Attendez un peu. La comparaison entre Mitch et Tyson est le point de données le plus précis de toute la semaine. C'est une chose de dire qu'une équipe a travaillé dur après une panne et a produit de bons chiffres. C'en est une autre de pouvoir dire qu'une usine avec un trou de 5 heures dans sa journée de production est parvenue à égaler 2 usines fonctionnant de manière ininterrompue. Ce n'est pas seulement le reflet de la qualité du sol à Sulphur Creek, c'est le reflet de ce qui se passe lorsqu'une équipe refuse de laisser une mauvaise matinée déterminer le reste de la semaine. Mais l'usine de Mitch n'est pas le tableau complet. Lorsque le total hebdomadaire de Parker s'affiche, tout fonctionne, toutes les machines, tous les bassins de décantation, y compris la coupe élargie de Sulphur Creek, la balance indique 827 onces. 827 onces en une semaine. Au prix record de l'or, 827 onces valent exactement 2,89 millions de dollars. C'est le montant le plus élevé que Parker Schnabel ait jamais encaissé en une semaine dans toute sa carrière. Cette semaine, notre total est donc de 827 onces. Malade. C'est fou ou quoi? Je ne m'attendais pas à cela. Ce chiffre est un record. C'est aussi la preuve que chaque décision prise sous pression cette semaine, Taylor diagnostiquant le joint de frein assez rapidement pour que la panne ne dure que quelques heures, au lieu de quelques jours. Mitch maintenant, la concentration de l'équipe, et conduisant la production dans un délai comprimé sans marge d'erreur a permis de protéger le résultat. Parker n'atteint pas 2,89 millions de dollars sans que chacun de ses appels ne tombe juste. Le visage de Parker lorsque le chiffre s'établit est ce calme spécifique. Pas un choc, mais le calme de quelqu'un dont les calculs viennent d'être confirmés à une échelle qu'il ne s'était pas encore totalement autorisé à croire. 800 onces en une semaine, dit Mitch. Il faut s'en réjouir. Parker est heureux, mais il pense déjà à la suite. Parker a passé plusieurs années à préparer une saison comme celle-ci en déplaçant ses activités hors de l'Indian River, en s'installant sur un terrain plus profond et plus dur à Dominion, en faisant le travail lent et ingrat de décapage et de préparation d'un terrain qui n'a rien produit pendant la préparation. Après plusieurs années de déménagement de l'Indian River, d'installation et d'approfondissement de la Dominion, il a fallu un long travail de décapage et de préparation. Et finalement, cette saison, je ne veux pas porter la poisse, mais ça a l'air vraiment bien. Nous sortons en trombe, alors j'espère que nous pourrons continuer comme ça, n'est-ce pas? De l'extérieur, cela ressemblait à du broyage sans résultat. Saison après saison, les investissements dans l'infrastructure ne se sont pas traduits par de l'or sur une balance. De l'intérieur, c'était la fondation. Chaque acre dépouillé, chaque usine déplacée, chaque saison de travail préparatoire était la raison pour laquelle cette semaine était possible. On ne peut pas obtenir une semaine de 2,89 millions de dollars sans les années de préparation qui, de l'extérieur, donnaient l'impression que l'opération n'allait nulle part. Parker le dit clairement, ils sortent en trombe. Sulphur Creek est en train de les tuer, mais juste à côté, il dit quelque chose de plus révélateur. Il dit qu'il espère simplement qu'ils continueront à le faire.
Ce n'est pas de l'humilité, c'est l'état d'esprit de la compétition qui permet d'établir des records. La compréhension du fait que l'élan n'est pas quelque chose que l'on gagne une fois et que l'on possède ensuite. Le chargeur se cassera à nouveau. Le sol deviendra plus dur. Quelque chose d'inattendu va arriver parce que l'inattendu arrive toujours. Le Klondike ne distribue pas de bonnes semaines, il faut aller les chercher. Cet état d'esprit compétitif est ce qui sépare les mineurs qui vivent une semaine exceptionnelle de ceux qui bâtissent une carrière. La lecture de Parker à Sulphur Creek selon laquelle la drague ancienne laissait 500 onces dans la série de paiements prolongés s'est avérée juste, mais c'était une lecture, pas une certitude. Il a engagé des ressources, brûlé le tampon de la chronologie et poussé son équipe dans une position où un seul mauvais résultat mécanique aurait pu transformer la semaine en une histoire sur ce qui est presque arrivé au lieu de ce qui s'est passé. Le rouge était bon, la mise a été payée, et maintenant Parker étudie déjà le prochain terrain, passe déjà le prochain appel, fait déjà le prochain calcul de risque par rapport à la récompense, car c'est ce qu'il faut faire pour obtenir 2,89 millions de dollars en une semaine. Parker le sait déjà. Le lendemain de la semaine la plus importante de sa carrière, il est de retour passant au projet suivant, poussant la prochaine coupe à sa limite absolue, parce que la saison n'est pas terminée, et lui non plus. Cette semaine a prouvé que l'infrastructure qu'il a construite les années de préparation, le terrain à Dominion, la gamme complète d'équipements, peut produire à ce niveau quand tout va bien, et encore livrer des records quand les choses vont mal. Parker ne mesure pas les saisons en fonction de leur meilleure semaine. Il les mesure à l'aune du fait que la meilleure semaine est devenue une rampe de lancement ou un sommet. Cette réponse est encore en cours d'écriture sur le terrain,